Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La guerre froide, où chacun des protagonistes de l'Est et de l'Ouest connaissait son ennemi et savait contre quoi il se battait, a laissé la place à une situation stratégique profondément brouillée et du coup très incertaine. En effet, l'éclatement de l'URSS a entraîné une mondialisation galopante qui, à son tour, a déchaîné de nouvelles formes de menaces pesant sur la sécurité internationale. Rivalité économique, organisation criminelle transnationale, extrémisme violent, etc. Cependant, c'est bien le djihadisme islamiste qui a fini par devenir l'élément de déstabilisation potentiellement le plus redoutable, et ce eu égard à son fort pouvoir de nuisance. En substance, la rupture avec la période de la guerre froide est totale et se mue graduellement en une surprise stratégique. On n'est plus dans la logique de la fin de l'histoire pour la doxa américaine, ni dans celle de priver l'empire d'ennemis pour les ex-soviétiques. Ainsi et contre toute attente, le monde se trouve défié par un adversaire diffus et aux contours mal définis. Sa force réside dans sa capacité d'adaptation rapide et l'utilisation efficiente de toutes les capacités et opportunités offertes par la mondialisation, facilité de la circulation à l'échelle mondiale des personnes, des biens et des services. On est donc en face d'une réaction en chaîne où une myopie stratégique a entraîné une surprise stratégique, qui plonge le monde entier dans une paralysie stratégique. L'agent pathogène est la carence des services de renseignement. Les attentats du 11 septembre sont non seulement l'échec des services américains occidentaux, mais aussi celui de tout le monde libre. Dans cette nouvelle guerre dite asymétrique, l'anticipation est la seule manœuvre salvatrice où le renseignement demeure indispensable sur le plan stratégique pour prévenir les mutations du terrorisme. Il est d'autant plus efficace sur le plan tactique pour neutraliser les opérations terroristes. Il est quasiment le seul moyen pour éviter que ces acteurs ne passent à l'action. Les services de renseignement en charge de la collecte, de l'analyse, puis de la mise à disposition des informations utiles aux décideurs politiques jouent un rôle déterminant dans ce type de guerre. À leur tour, ils ont dû s'adapter dès la fin de la guerre froide. Ils se sont efforcés de se restructurer autour de leur mission d'origine, à savoir la défense, tournée vers l'extérieur et à dominante militaire. C'est un échec patent puisqu'ils n'ont pas pu empêcher les attentats du 11 septembre 2001 à New York, de mai 2003 à Casablanca, de mars 2004 à Madrid, de juillet 2005 à Londres, etc. Certes, les services de renseignement ont tenté de s'adapter à l'évolution du contexte géopolitique post-guerre froide, et continuent encore leurs efforts suite aux attentats du 11 septembre 2001. Force ainsi est de se demander en quoi ont consisté les changements intervenus juste après la chute du mur de Berlin, et pourquoi ils n'ont pas permis d'éviter les attentats du 11 septembre 2001. Quelle est la tendance des réformes des services de renseignement depuis ce drame? Quelle place occupe la lutte antiterroriste dans ces réformes? Quelles sont les perspectives perceptibles pour le renseignement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme transnational? Quelles leçons peut-on retenir de cette révolution dans les affaires du renseignement? Dans un premier temps, nous verrons d'un point de vue général en quoi consiste le renseignement, quels en sont les moyens et l'organisation, ainsi que les articulations avec les différents intervenants. Nous tenterons de dégager les principaux changements ayant influé sur la fonction renseignement depuis la fin du système bipolaire. Puis, nous nous concentrerons sur la période post-11 septembre 2001, qui constitue un vrai tournant dans l'évolution des services de renseignement, pour s'adapter à la menace du terrorisme islamiste. Dans une deuxième étape, nous procéderons à un benchmarking des expériences américaines et françaises pour voir comment ces deux écoles principales en matière de renseignement ont accent aigu agencé leurs services de renseignement. Il s'agit de dégager les tendances lourdes qui caractérisent l'évolution de la fonction renseignement. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous tenterons de dresser un tableau des meilleures réformes adoptées. Quels choix stratégiques peuvent être envisagés pour optimiser le cycle renseignement en termes de collecte, d'analyse puis de transmission du renseignement pertinent? Nous éviterons d'évoquer les aspects éthiques que soulève le renseignement, son contrôle institutionnel ainsi que sa privatisation grandissante. 1. Évolution de la fonction renseignement, depuis la fin de la guerre froide.
Dans ce chapitre, nous aborderons d'abord les notions de base de la fonction renseignement. Puis, nous discuterons des spécificités ayant caractérisé l'ère post-guerre froide, ce qui nous permettra de voir dans une troisième partie comment la fonction renseignement a été aveuglée, durant les années 1990, par une obsession d'intelligence économique l'empêchant de prévenir l'attaque du 11 septembre 2001. Enfin, nous verrons l'influence de cette attaque sur l'évolution du cycle du renseignement centré sur la lutte contre le terrorisme. 1.1. Présentation générale de la fonction renseignement. 1.1. Définition. Avant d'étudier dans ce qui suit l'évolution du renseignement dans les années 90, puis dans l'ère post-11 septembre, il nous faut au préalable définir en quoi il consiste au juste. La recherche du renseignement n'est pas nouvelle. Elle peut même être considérée comme l'une des plus anciennes activités menées par l'homme, sachant qu'elle a pu prendre des formes bien différentes au cours du temps. Sun Tzu n'a-t-il pas dit il y a 2500 ans « Ayez des espions partout, soyez instruits de tout, ne négligez rien de ce que vous pourrez apprendre. Mais quand vous aurez appris quelque chose, ne le confiez pas indiscrètement à tous ceux qui vous approchent. » Elle consiste à satisfaire un besoin de connaissance, voire de curiosité sur une chose, un individu, un groupe, etc. Cependant, le renseignement se distingue de la simple information, à partir du moment où cette dernière devient un enjeu de puissance, de pouvoir, et donne lieu à la création de méthodes, d'outils et de services particuliers pour sa collecte puis son exploitation. Toutefois, comme nombre de concepts, le renseignement est l'objet de diverses définitions. Parmi les plus élémentaires, citons celle-ci, activité relevant du domaine secret ou celle de l'amiral Lacoste, considérée comme plus généraliste, l'information utile à l'entreprise, à la tâche assignée, à l'objectif que l'on veut atteindre. Il s'agit principalement d'une aide à la prise de décision dans des domaines divers et variés. Économie, industrie, diplomatie, sécurité, défense, etc. Là où il y a conflit d'intérêts et enjeux, chaque acteur recourt au renseignement pour s'informer sur les intentions d'autrui, pour disposer de l'autonomie et de la connaissance nécessaires à l'action qu'il va entreprendre. Privilégiant l'aspect sécuritaire de ce vieux métier, nous retiendrons la définition donnée par Jacques Beau, ensemble des activités visant à rechercher et exploiter des informations au profit d'un État et de ses forces armées. Il est exécuté au niveau stratégique, opératif et tactique, dans les domaines les plus variés. 1.1.2. Le cycle du renseignement. Il existe plusieurs types d'approches, mais globalement la fonction renseignement s'organise autour d'un cycle itératif ponctué par 4 grandes phases, à savoir. Il s'agit bien d'un cycle, puisque le renseignement obtenu d'une part permet d'orienter les besoins nouveaux en renseignement et que, d'autre part, le renseignement lui-même est réévalué en permanence en fonction de l'évolution de la situation. Malgré sa popularité, le cycle du renseignement classique est largement critiqué. Certains détracteurs avancent que le soi-disant cycle du renseignement plagie des cycles extrêmement simplistes, tirés de formations en gestion d'affaires et en développement des qualités de chef leadership. D'autres soulèvent qu'il n'y a pas un cycle, mais plusieurs variantes de ce cycle. Un cas typique concerne la différence de la version du cycle de renseignement type FBI, 6 étapes, et celle publiée sur le site du directeur du renseignement national, DNI, 5 étapes. Cette différence est encore plus emblématique depuis la restructuration de la communauté états-unienne du renseignement en 2004 qui a subordonné le FBI au DNI. 1.1.3. Les moyens du renseignement. Le renseignement peut s'obtenir à partir d'une multitude d'outils, de méthodes, de capteurs issus de 2 grands types de sources, les sources dites ouvertes et les sources dites fermées. Les premières représentent l'ensemble des moyens d'information accessibles à tous, gratuitement ou non. Aujourd'hui, on estime que près de 80% de l'information utile aux services de renseignement en matière de lutte antiterroriste proviennent de ces sources ouvertes, en premier lieu d'Internet. Les sources dites fermées englobent tous les moyens clandestins de collecte de l'information qu'ils soient illégaux ou non. L'essence même de ces sources fermées repose sur le secret, sur la discrétion. L'important consiste à ne pas se faire repérer par la cible. Quant aux moyens pour mener la recherche, ils peuvent être de 2 types,
technique ou humain. 1.1.3.1 Renseignement technique. Il relève essentiellement de deux domaines. Le renseignement technique utilise le plus couramment des aéronefs, des systèmes satellitaires, satellites, drones, la cryptographie et des écoutes COMINT, communication intelligence. La plupart des grandes nations du monde occidental disposent d'un service spécifique de renseignement technique ou bien d'un système d'interception. Il s'agit par exemple de la NSA, National Security Agency, aux États-Unis, du GCHQ, Government Communication Headquarters, en Grande-Bretagne, de la FAPSI en Russie et du système nommé French Elon en France. Les avantages du renseignement technique sont multiples. Il fournit une information concrète, fiable, pratiquement en temps réel et de n'importe quel endroit de la planète en s'affranchissant des difficultés inhérentes aux conditions politiques, géographiques ou environnementales. Mais surtout, la collecte de l'information peut s'effectuer sans mettre en danger des vies humaines et sans se faire repérer par les adversaires. 1.1.3.2 Renseignement d'origine humaine, ROHUM ou HUMINT en anglais. Il est obtenu par le biais d'agents de renseignement, utilisant des méthodes de collecte légales ou illégales. Il englobe à la fois le renseignement acquis par un mode conversationnel pour lequel un capteur humain interroge une source, et le renseignement acquis par l'observation sans contact avec l'adversaire. Le renseignement humain recouvre l'appellation MICE, monnaie, idéologie, contraint, ego, par référence aux 4 méthodes de collecte utilisées par l'HUMINT. L'étude de la collecte du renseignement peut donc être abordée à partir de la méthode, en différenciant moyens techniques et humains. Mais elle peut l'être également selon la finalité, en envisageant par conséquent le type de production. À ce titre, le renseignement obéit à des objectifs, à des orientations plus ou moins strictes qui vont influencer la recherche. Et lorsqu'il arrive au stade du produit fini, il est censé répondre à la demande initiale. Dans ce schéma global, on distingue plusieurs niveaux ou catégories de renseignement en fonction de la nature du travail de collecte et de celle du produit analytique. 1.1.3.3 Le renseignement politico-stratégique. Le renseignement politico-stratégique se trouve au sommet de la hiérarchie. Il vise à reconstituer l'environnement général, à donner une image fidèle et à grande échelle des questions stratégiques, par la compréhension globale d'une situation, en associant comme son nom l'indique les éléments politiques et stratégiques, mais aussi sociaux, économiques, militaires, etc. Il est le fruit de la mise en commun des renseignements de tous les services, qu'ils soient militaires, civils ou sécuritaires. Dans la lutte antiterroriste, il doit permettre d'appréhender correctement le phénomène en identifiant ses vulnérabilités et sa stratégie générale. Ce niveau de renseignement est souvent négligé par les autorités politiques, car il se conçoit sur le long terme, et surtout il ne débouche pas sur des résultats susceptibles d'avoir un impact médiatique. Pourtant, il apparaît tout à fait indispensable dans un domaine où l'anticipation tactique se révèle extrêmement compliquée. À l'intérieur de ce renseignement politico-stratégique, on peut décliner 2 sous-catégories. Le renseignement de défense et de sécurité intérieure, et le renseignement militaire. Le renseignement de défense et de sécurité intérieure. On le retrouve parfois également sous l'appellation simple de « renseignement de défense ». Avec des contours assez flous, ce niveau de renseignement est censé faire la synthèse de tous les types de renseignements relevant des sphères politiques, militaires, économiques, industrielles, de police, etc. Toutefois, on ne trouve pas dans la majorité des États d'entités capables d'y parvenir. Dans le cadre spécifique de la lutte contre le terrorisme, cette catégorie de renseignement opère au niveau tactique pour arrêter les membres des réseaux et les traduire ensuite en justice pour condamnation. Sa vocation est à la fois réactive, réunir les preuves après un attentat, mais aussi préventive puisqu'il cherche à démasquer les terroristes potentiels, à détecter des matériels pouvant servir à une opération, armes, explosifs, etc., et qu'il s'intéresse également à la détection et à la surveillance des infrastructures pouvant servir à ces mêmes actions. Renseignement militaire, ou renseignement d'intérêt militaire.
Il concerne les renseignements relatifs aux activités militaires et aux forces armées. Il prend ses directives du plus haut sommet de l'État. Sa mission est de renseigner les autorités militaires, les chefs d'état-major, toujours dans une optique de planification des opérations. Ainsi le renseignement militaire, ou d'intérêt militaire, fonctionne à la fois en temps de paix et en temps d'engagement. Depuis la fin du monde bipolaire, le renseignement militaire a considérablement étendu son champ d'analyse. Ainsi on parle davantage aujourd'hui de renseignement d'intérêt militaire. De par l'évolution des menaces, il est désormais obligé de collecter des informations plus générales, connaissance du milieu géographique, des contextes politiques, économiques, culturels, etc. C'est pourquoi il se confond parfois, et de plus en plus avec le renseignement de défense. Dans l'optique de la lutte contre le terrorisme, le renseignement militaire classique peut apparaître moins approprié par exemple que le renseignement de police, car par essence la force des groupes terroristes tient justement au fait qu'ils n'engagent pas leurs actions contre les États sur un plan militaire, mais à partir de méthodes asymétriques, ne faisant pas appel aux forces armées conventionnelles. Cependant, contre des adversaires qui utilisent les méthodes du terrorisme mais tout en fonctionnant et agissant comme des groupes armés de guérilla, le renseignement militaire est un moyen efficace pour collecter de précieuses informations. D'autres classifications existent. On pourra parler spécifiquement de renseignement d'anticipation, d'investigation, de documentation, de base, biographique, économique, etc., en fonction de la finalité recherchée. Mais comment s'organise, dans la réalité, la collecte du renseignement? 1.1.3.4 L'orientation du renseignement. Si le renseignement peut être catégorisé à partir des sources ou capteurs par lesquels il est collecté, l'orientation géographique qu'on lui donne est également très importante pour comprendre les nuances de cette activité, la qualifier. Il peut être ainsi divisé selon l'espace ou le territoire visé. On distingue donc le renseignement extérieur, politique, diplomatique, économique, militaire, etc., l'espionnage au sens classique du terme. Le renseignement intérieur, principalement concentré sur la veille, l'infiltration et la surveillance. Mais nous verrons par la suite que la distinction entre le renseignement intérieur et le renseignement extérieur dans de nombreux pays est en train de s'effacer. Elle n'est plus adaptée, spécialement dans le cadre du terrorisme transnational. Néanmoins, elle demeure plus ou moins encore visible et c'est toujours l'orientation géographique du renseignement qui différencie les services œuvrant dans ce domaine entre les services de renseignements extérieurs. En France, il s'agit de la DGSE, de la DRM, de la DCRI. La DCRI a été créée en 2008 à partir de la fusion de la DST et DRG, de la DPSD ainsi que de la gendarmerie, des douanes et de la police judiciaire de manière indirecte. On pourra citer également la CIA aux États-Unis, le MI6 au Royaume-Uni, le BND Bundesnachrichtendienst en Allemagne. Les services de renseignements intérieurs. C'est par exemple la nouvelle Direction centrale du renseignement intérieur, DCRI en France, le FBI aux États-Unis, le MI5 au Royaume-Uni, le BFV Bundesanführerverfassungsschutz en Allemagne. Les différents organes de coordination. C'était le CIR en France avant la publication du Livre blanc en 2008. Il sera remplacé par le CNR, Conseil national du renseignement très bientôt. Il s'agit du NSC, National Security Council, aux États-Unis, de la DI, Direction pour l'information et la sécurité, en Italie, et du Joint Intelligence Committee au Royaume-Uni. Enfin, le renseignement peut être appréhendé par la nature de ses activités. 1.1.3.5 Les activités du renseignement. Le renseignement peut se diviser en différentes activités, mais qui relèvent de deux grandes catégories. Ce sont tout d'abord l'espionnage, toujours à vocation offensive, et le contre-espionnage qui peut être défensif, protection des armées et du personnel, ou offensif, retournement d'agents, etc. Ces activités d'espionnage ou de contre-espionnage sont le fait d'individus que l'on nomme agent infiltré, ou taupe pour l'espion au sens classique du terme. L'agent est infiltré dans le milieu qu'il doit surveiller. Il peut être soit actif, soit dormant, c'est-à-dire provisoirement et délibérément inactif, ou mis en sommeil,
dans le but de renforcer sa couverture et ou sa sécurité, et il sert à informer l'organisme ou l'entité de tutelle qui l'emploie sur les agissements du milieu en question. L'objectif est le recueil de l'information. Agent retourné. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.